Le président de la transition fait parler son cœur en remettant une importante quantité de vivres aux populations de Ségou. Cette opération dénommée Djigui est fortement saluée par les bénéficiaires. De l'eau potable pour les populations de Sabali-Bougou-Kourani et Bakoroba-Bougou en cette période de forte chaleur. Ce geste du Premier ministre permettra de soulager la souffrance de plus de 24 000 personnes. La mise en œuvre du programme Mali Sanya prend forme. Le contrat d'exécution du projet de plus de 3 milliards de francs CFA vient d'être signé. Le but est de contribuer au développement durable à travers la gestion des déchets solides et des eaux usées à Kita, Kulikoro et Djoila. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. En plus des œuvres sociales du président de la transition, la présidence de la République lance à Ségou l'opération Djigui dans le cadre du mois de Ramadan. La conseillère spéciale du président de la transition, accompagnée d'une délégation, s'est rendue dans les entrepôts de l'OPAM à Ségou. Constat, les stocks sont là et disponibles pour le ravitaillement des communes défavorisées de Ségou et de Ignono. Compte rendu Jacqueline Dakou. À quelques jours du mois de Ramadan, mois de la solidarité, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, fait ainsi le premier geste à l'endroit des ménages qui en ont le plus besoin. C'est ainsi que la conseillère spéciale du président de la transition, accompagnée du commissaire à la sécurité alimentaire, après avoir visité l'entrepôt de l'OPAM pour s'enquérir de la disponibilité des denrées, a lancé l'opération Djigui dans le cadre du mois de Ramadan pour les couches défavorisées. L'objectif de notre présence ici, c'est dans le cadre de la mise en œuvre des œuvres sociales du président, la distribution, le lancement d'une opération de distribution de 1900 kits alimentaires à 19 communes de la région de Ségou, qui sont signalées par le système d'alerte précoce comme parmi les 100 communes en phase 4, donc en urgence alimentaire cette année. Pour les céréales, vous avez 95 tonnes de riz, 95 tonnes de mil, 45 tonnes de pâtes alimentaires. En plus de cela, on a 45 tonnes de sucre, 1900 paquets de 5 kg de lait, et 1900 cartons de Lipton, 1900 cartons de dattes, des chapelets, des Corans, des tapis de prière. La cité des Balanza est l'heureuse bénéficiaire de ce don composé de vivres et de non-vivres. Un grand ouf de soulagement pour les chefs de famille. Merci aux autorités de la transition, à commencer par le président, qui n'ont jamais cessé un seul instant de penser aux plus défavorisés, surtout en cette veille de mois de carême. Nous sommes à moins de 2 semaines du mois de carême. Quand ma région reçoit une donation d'une telle envergure, je ne peux que m'en réjouir. En tout cas, encore une fois, merci aux heureux donateurs. Merci aussi aux bénéficiaires qui verront passer un mois de carême merveilleux. 19 communes, dont 7 à Ségou et 12 à Nyono, sont concernées par cette donation. 100 familles seront ciblées dans chaque commune. Les distributions vont commencer cette semaine. Autre action de bienfaisance, inauguration ce matin à Sabali-Bougou-Kourani d'un forage bien sûr d'une capacité de 15 000 litres par jour. Ce forage offert par la primature va approvisionner une population d'environ 24 000 personnes de Sabali-Bougou-Kourani, Dougoula Koro et Bakoroba-Bougou. Le compte rendu de la cérémonie d'inauguration avec Modibo Mariko. De l'eau qui coule à flot pour 3 villages. De l'eau issue du forage gracieusement offert par la primature dans le cadre du programme présidentiel en faveur des couches défavorisées de notre pays. Les villages bénéficiaires sont Sabali-Bougou-Kourani, Dougoula Koro et Bakoroba-Bougou. Au nom de la mairie de la commune rurale de Baguinda, des chefs de village de la commune, nous disons merci au président Assimi Goïta pour cette action humanitaire qu'il vient de faire pour les populations de notre commune. Toute personne qui offre de l'eau à une personne contribue à l'épanouissement et à la protection de la personne contre les diverses agressions. Car l'eau n'est pas que la source de la vie, l'eau est tout simplement la vie. D'une capacité de 15 000 litres par jour, ces forages, selon les techniciens, pourraient approvisionner plus de 5 000 familles. Pour ce faire, déjà 3 bornes fontaines y sont connectées pour faciliter l'accès des populations. La primature, à travers le Premier ministre, le Dr Shogel Kokala Maïga, a répondu à votre appel
pour mettre fin à la souffrance de la population en leur offrant ces forages. Les forages est une réalisation de la primature, certes. Il entre dans le cadre de la mise en œuvre des initiatives du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Au nom du Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga, je vous félicite et demande à la population de Sabalibougou Kourani et environ de prendre soin de cet ouvrage et d'en faire un instrument de développement. Les problèmes d'eau résolus, les populations du coup ont soumis d'autres doléances. Il s'agit par exemple du bâtiment de la route qui mène à Sabalibougou ainsi qu'un espace pour les cimetières des 3 villages. De l'eau, on en parle encore. Le Mali, à l'instar des autres pays du monde, célébrera donc demain, 22 mars, la journée mondiale de l'eau. En prélude à ces activités, le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'eau a livré un message pour la circonstance. Dans ce message, Lamine Seydou Traoré attire l'attention des populations sur l'importance de l'eau. Le résumé de ce message avec Ousmane Diakité. L'eau, cette ressource précieuse, facteur de stabilisation des sociétés, est célébrée le 22 mars de chaque année par les pays membres de l'ONU. Au niveau national, c'est l'occasion pour les autorités de non seulement communiquer sur ces efforts et ceux de ses partenaires afin que chaque citoyen puisse accéder à l'eau potable où qu'il soit. La Journée mondiale de l'eau est un événement annuel qui met l'accent sur l'importance de l'accès universel à des installations d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène dans les pays en développement. Elle vise donc à sensibiliser sur la situation des 2,2 milliards de personnes qui vivent sans accès pérenne à de l'eau salable. Chaque année, la Journée mondiale de l'eau est célébrée autour d'un thème spécifique qui est mis au centre des réflexions. Cette édition 2022 est également consacrée à la promotion de la gestion durable des ressources en eau. Le thème retenu pour cette année 2022, intitulé « Les eaux souterraines, rendre visible l'invisible », a pour objectif 1. D'attirer l'attention sur la dimension des eaux souterraines, une ressource invisible à l'œil nu dont l'impact est visible partout dans le monde. 2. De développer un plaidoyer en faveur d'une gestion plus durable de ces ressources en eau. La Journée mondiale de l'eau 2022 se veut donc un appel à l'action. Le 22 mars marque aussi une étape importante de la nouvelle décennie internationale d'action 2018-2028. Proclamée par les Nations Unies sur le thème « L'eau pour le développement durable ». Cette nouvelle décennie a pour ambition de promouvoir le développement durable, la gestion intégrée, la coopération et une meilleure gouvernance des ressources en eau à des fins sociales, économiques et environnementales. C'est pourquoi il est bien possible de parvenir à une gestion rationnelle des ressources en eau pour un développement durable. Le président du Haut Conseil des collectivités du Mali a reçu ce matin le syndicat des travailleurs des institutions de la République. L'organisation syndicale est venue solliciter l'appui du président du Haut Conseil des collectivités pour l'aboutissement de ces doléances. Parmi ces doléances, on note surtout l'intégration des contractuels dans la fonction publique. Pour plus de précisions, écoutons Ibrahim Maman Touré, secrétaire général du syndicat des travailleurs des institutions de la République. Il est au micro de Mamadou Fani. Nous avions voulu cette rencontre avec le président du Haut Conseil des collectivités dans le cadre de l'instauration d'un cadre d'échange et de dialogue avec l'ensemble des présidents d'institutions. Donc aujourd'hui, c'était le tour du Haut Conseil des collectivités. Donc on est venu et également nous avions discuté des préoccupations des travailleurs des institutions de la République avec le président. Les préoccupations que nous avions échangées avec le président sont entre autres l'intégration des contractuels de l'État dans la fonction publique et des collectivités territoriales. Nous avions reçu beaucoup d'assurances de la part du président du Haut Conseil des collectivités pour nous accompagner à ce que la section syndicale des institutions de la République puisse avoir gain de cause. Les périodes de forte chaleur au Mali sont caractérisées par des incendies récurrents dans nos marchés. Comment prévenir ce mal? La question a réuni tous les acteurs concernés cet après-midi au ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Pour plus de détails, écoutons le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, au micro d'Idrissa Koni.
C'est suite aux instructions de nos plus hautes autorités que nous avons tenu cette réunion en vue dans un premier temps, d'identifier le problème de fond. Et nous savons, depuis des années, il y a eu beaucoup de production intellectuelle, il y a eu beaucoup de rencontres et beaucoup de réunions concernant la prévention et la mitigation des incendies dans les marchés. Malheureusement, force est de constater que jusqu'à présent, nous observons malheureusement toujours des incendies, avec ce que ces incendies posent en termes de dégâts humains, de bilan victimaire lourd, et surtout de destruction de l'investissement. Donc c'est tout le sens de cette rencontre. Nous savons également que la saison chaude avance à grands pas, et c'est une période propice malheureusement aux incendies. Et notre souci, c'est de réfléchir et de prendre ensemble des mesures opérationnelles immédiates à court, moyen et long terme pour que justement les incendies ne soient plus un problème pour les pouvoirs publics et bien entendu pour l'État. Ce que nous avons proposé à l'issue de cette réunion, c'est que l'ensemble des acteurs se retrouvent encore dans un délai très court pour nous proposer des actions holistiques. Et ces actions holistiques feront l'objet d'une communication écrite qui sera présentée à nos plus hautes autorités en Conseil des ministres. Et une fois que c'est adopté par le Conseil des ministres, évidemment, chaque acteur sera forcément responsable d'une action à exécuter. Les travaux de l'atelier sur le cadre stratégique de refondation de l'État ont pris fin le jeudi dernier au Centre international de conférences de Bamako. Durant les 3 jours, les experts ont sorti un avant-projet lié à l'application des recommandations des Assises nationales de la refondation de l'État et son plan d'action. Isaac Chinou. 3 jours de travaux ont permis aux experts venus de tous bords d'examiner et valider l'avant-projet et le plan d'action sur la refondation de l'État conformément aux résolutions des Assises nationales pour la refondation annuelle. Les travaux ont abouti aux recommandations qui permettront de jeter les bases du Mali courant. Décliner les plans d'action de la stratégie en 2 phases de 5 ans. Prévoir l'évaluation à mi-parcours et finale de la mise en œuvre du plan d'action et les revues annuelles. Établir un chronogramme des rencontres des services techniques pour l'estimation des coûts des actions, la fixation des cibles annuelles, la situation des références, l'identification d'indicateurs des résultats. Procéder à l'analyse de cohérence et de priorisation des actions du cadre stratégique de la refondation de l'État en lieu et place de la reconduction in extenso des recommandations des ANR. Les résolutions de cet atelier permettront au département en charge de la refondation d'introduire une communication écrite en vue de la mise en œuvre des recommandations des ADR. La validation du cadre stratégique de la refondation de l'État et de son plan d'action sur la base des recommandations des Assises nationales de la refondation permettra de planifier la mise en œuvre des actions relatives aux aspirations profondes de nos populations qui ont manifesté un grand engouement pour les travaux des assises à tous les niveaux. Par cette activité, il s'agissait aussi de réaffirmer la volonté du gouvernement de transition à réaliser les actions prioritaires du plan d'action du gouvernement dans le cadre de la satisfaction des besoins essentiels du peuple malien. Le plan proposé pour cette refondation s'étalera sur une durée de 5 ans. Fin de l'atelier de validation de l'avant-projet du Code de justice militaire à l'école de maintien de paix à Blondine Bay. La rencontre était organisée par le ministère de la Défense et des anciens combattants à travers la direction de la justice militaire. Valentin Roger Diallo. Envisager la création des chapitres supplémentaires, renforcer la section traitement de la saisine, prévoir un article pour le champ d'application du présent code, faire en sorte que le directeur de la justice militaire soit un membre du Conseil supérieur de la magistrature ou encore prévoir un statut pour les magistrats militaires, ce sont là quelques recommandations issues de cet atelier de validation de l'avant-projet du code de justice militaire. La présence ici des chefs militaires, mais aussi de plusieurs composants de l'armée, nous assure de l'acceptabilité des mesures envisagées par les militaires qui sont les destinataires et la matière
du Code de justice militaire. Je voudrais juste vous saluer pour votre engagement, saluer les membres du comité technique pour l'engagement et la qualité des travaux, mais aussi saluer l'armée malienne pour sa disponibilité et son écoute par rapport aux mesures envisagées. Le Code de justice militaire date de 25 ans et méritait donc une relecture pour apporter des réponses appropriées et adaptées au contexte national. Le corpus juridique existant s'est révélé peu adapté pour garantir et accompagner la judiciarisation inéluctable de l'espace de bataille. Les experts réunis ici ont donc accompli une tâche éminemment importante de remise à niveau de nos textes. Le colonel Sadio Camara a aussi souligné que l'examen de l'avant-projet du Code de justice militaire a fait ressortir la nécessité de revoir l'organisation et la compétence des juridictions militaires, l'ordre de poursuite et la création d'un tribunal militaire à Gao. Retour à l'intérieur du pays. À Koulikoro, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a rendu visite aux différentes unités relevant de son département. L'objectif est de s'imprégner des conditions de vie et de travail des forces de sécurité. Brahima Kone. Après Ségou et Sans, c'est au tour de Koutiala d'accueillir le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. La visite a concerné de façon globale les forces de sécurité de la capitale de l'Or Blanc. Le ministre Daoud Ali Mohamedine s'est imprégné des conditions de vie et de travail des différentes unités de son département et a échangé avec elles sur leurs préoccupations par rapport au déroulement des opérations sur le terrain. Il s'est adressé aux forces de sécurité en ces termes, je cite, « Nul ne viendra faire ce pays à notre place. Mettez donc l'intérêt du Mali et la protection des Maliens au-dessus de tout. » Fin de citation. Une manière pour lui de galvaniser davantage les forces de sécurité dans l'exercice de leur mission régalienne. Au chapitre des doléances, des dispositions ont été prises pour certaines urgences selon le ministre. Cette visite est aussi une occasion de transmettre des messages d'encouragement et de soutien du chef suprême des armées, président de la transition, colonel Assimi Goïta, comme pour dire que les plus hautes autorités du pays ont besoin de plus d'engagement des forces de défense et de sécurité pour une meilleure protection des populations et de leurs biens. Un autre message transmis par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile est celui relatif à une franche collaboration entre les forces de sécurité, les populations et les légitimités traditionnelles pour le grand bonheur du Mali. Signalons que le ministre Daoud Ali Mohamedine a fait d'une pierre deux coups en participant à la fête du coton présidée par le chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Signature hier du contrat d'exécution du programme Mali Sania. C'est un programme qui vise à contribuer au développement durable à travers la gestion des déchets solides et les eaux usées, financé à plus de 3 milliards de francs CFA par la coopération allemande. Le projet intervient dans les zones de Kita, Koulikoro et Dioula pour une durée de 2 ans. Alpha Maïga pour le compte rendu. L'accès à l'eau potable, voire un environnement sain, reste de nos jours un défi. Et en attendant, des signatures ici qui tentent justement de résoudre une partie de la problématique. Environ plus de 3 milliards de francs CFA par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui comme difficulté à ceux qui vont recevoir cette aide-là, à ceux qui vont l'employer, à ceux qui vont dépenser avec, à ceux qui vont travailler dedans, de faire en sorte que l'activité confiée à chacun d'entre vous soit réalisée pour le peuple malien. Les acteurs de l'eau et de l'assainissement sont réunis en vue de procéder à une planification opérationnelle de programme. C'est ainsi qu'un programme de 2 ans est adopté. Il va s'articuler sur un certain nombre d'activités. L'objectif visé par ce programme est de contribuer au développement durable des centres semi-urbains à travers une gestion professionnelle des déchets solides, des eaux usées et etc., respectueuses de l'environnement et de la protection de la ressource en eau. Le programme concerne les zones de Kita, Koulikoro et Dioula, cela grâce à l'appui de la coopération allemande. Le nouveau programme que nous lançons à travers cet atelier s'inscrit dans la continuité d'un ancien programme PEPA et visera à consolider les acquis qui constituent un réel progrès pour le secteur. Avec un tel programme, le ministère de l'Environnement et ses partenaires ouvrent les vannes d'un développement harmonieux. En clair, il s'agit de la lutte contre l'insalubrité attendue de tous les vœux.
Atelier de renforcement des capacités des secrétaires généraux, des régisseurs et d'autres agents des collectivités territoriales. L'ouverture des travaux était présidée par le ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement. Reportage Ibrahim Kao Konaté. Renforcer les capacités des secrétaires généraux, des régisseurs et d'autres agents des collectivités territoriales sur l'utilisation de logiciels et recodes, tel est l'objectif de cet atelier initié par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation à travers l'ANICT. L'ANICT a déjà pris le pas depuis un certain nombre d'années. On a doté un certain nombre de collectivités en panneaux solaires, en ordinateurs, en imprimantes. Donc c'est toujours dans la poursuite de ces activités-là. Donc du fait qu'il y a des agents qui ont été mutés, qui se sont déplacés, donc il faut faire un recyclage pour les nouveaux arrivants, les apprendre déjà à utiliser le logiciel. Près de 2000 agents des collectivités seront outillés sur l'installation, le paramétrage et le fonctionnement du logiciel et recodes de gestion. Avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui appuient ce processus, d'aller vers la digitalisation des outils de gestion des collectivités territoriales. Donc cet atelier rentre dans ce cadre pour renforcer les capacités. C'est un outil conçu par les Maliens, évidemment perfectible. Selon le chef du département de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, l'entrée de l'ère du numérique des collectivités territoriales présente des avantages à tous égards. Le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, à travers l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, entend contribuer au renforcement de la mobilisation des ressources des collectivités territoriales pour leur permettre d'assurer pleinement leur mission. Ces actions cadrent parfaitement avec le plan d'action du gouvernement de transition sous le leadership du Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre, chef de gouvernement, et sous la haute impulsion de son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, président de la transition. À la fin de 2 jours de travaux, les acteurs du secteur des collectivités, dont les agents des mairies, seront formés sur l'utilisation du logiciel Irecode. Fin du projet d'appui à la filière anacarde au Mali, PAFAM. Après 5 années d'exécution, les acteurs du projet viennent de tenir une rencontre pour faire le point des résultats obtenus. Abibatou Koyan Djakité. Au bout de 5 années d'activité, le projet d'appui à la filière de l'anacarde au Mali, PAFAM, prendra fin le 7 avril 2022, soit après 66 mois d'exécution. Ce 17 mars, c'est déjà avec nostalgie que tous les acteurs de ce projet collectif se sont réunis en vue d'informer l'opinion publique sur les acquis et les perspectives de la filière cajou au Mali. C'est quelque part une occasion triste parce que depuis quelques années, la délégation avait l'habitude de fournir à nos visiteurs de la fête de l'Europe ou à d'autres occasions quelques cadeaux. Et là-dedans, il y avait inévitablement toujours des anacardes, des noix de cajou. Et je m'inquiète un peu pour l'avenir, parce que comme l'ambassadeur d'Espagne, j'adore ces noix de cajou, ces anacardes, mais on va s'arranger, on va trouver une solution. Notre lien avec les anacardes ne va pas se terminer avec ce projet. Il y a eu bien sûr des difficultés tout au long du chemin de l'exécution du projet. L'équipe du projet a dû faire face à un contexte compliqué qui a été exacerbé par la pandémie. Mais nous devons souligner que l'architecture du projet nous a permis de surmonter tous les défis. 14 cercles et 39 communes des régions de Kaïkoulikoro et Sikasso ont été accompagnées par ce projet, cofinancé par la délégation de l'Union européenne et l'Agence espagnole de coopération internationale au développement pour un coût total de plus de 9 milliards de francs CFA. Cela a contribué considérablement à l'amélioration des conditions de vie des populations en milieu rural et urbain. À cet égard, j'invite toutes les structures techniques de l'État à tout mettre en œuvre pour assurer la pérennisation des actions entamées par le PAFAM. Cette cérémonie de clôture était couplée à la remise officielle des éditions sur la stratégie nationale de développement de la filière anacarde au Mali au ministre du Développement rural. Un document reçu par son représentant qui, appliqué, va contribuer à la promotion de la filière anacarde au niveau national.
Kafodi-Guineo poursuit sa démarche à l'endroit des forces armées maliennes. Après Koutiala pour la première étape, Kafodi-Guineo a procédé à des remises de vivres à nos forces armées de sécurité de Sikasso et de Bougouni. Le point avec Abdul Karim Kaba. L'élan de solidarité de Kafodi-Guineo en faveur des forces armées de sécurité du Mali se poursuit. Après Koutiala, Kafodi-Guineo a remis des vivres aux femmes à Sikasso au camp Tcheba Traoré. Il n'y a rien de peu ou de trop pour que nous puissions nous donner la main, resserrer les rangs après nos forces armées pour faire ces pays-là à travers tout ce que nous pouvons apporter comme appui, comme aide. Et donc j'invite à cette cohésion à la suite de cette donation qui est d'une valeur inestimable pour les bénéficiaires. Le même exercice a continué à Bougouni. Dans la capitale du Bani Monotié, les vivres ont été remis aux orphelins et veuves des militaires tombés sur le champ de l'honneur. Donner des vivres pour soutenir nos femmes engagées dans les combats pour la défense de la patrie est un acte de citoyenneté d'une grande importance qui mérite d'être salué et reconnu à sa juste valeur. Aussi apprécions-nous fortement toutes les actions de soutien à nos forces de défense dans le cadre de leur lutte implacable contre les forces du mal. La motivation de Kafodi-Guineo à travers cette initiative n'est autre que le soutien aux forces armées de sécurité du Mali. Kafodi-Guineo, en tant qu'entreprise citoyenne malienne, en tant qu'institution de microfinance mutualiste, qui a pour mission un service social, qui a pour mission un service d'entraide, à penser en tout cas à cette période très cruciale, venir faire un soutien à nos femmes pour leur dire oui, ils sont en train de mourir pour nous, ils l'ont accepté volontiers pour la défense de la patrie. Tous les Maliens doivent en tout cas les porter dans leur cœur à travers les paroles, à travers nos actes. Signalons que le soutien à l'armée par Kafodi-Guineo a commencé depuis 5 ans, soit 2017, à travers le don de vivres et de matériel scolaire aux familles des militaires. Lancement ce week-end de l'émission Entrepreneurs, initiative de Sentinelle Sud en partenariat avec l'ORTM. Objectif, contribuer à l'émergence des jeunes entrepreneurs. Saloum Konaté. Cette nouvelle émission de télé-réalité dénommée L'Entrepreneur met en compétition des porteurs de projets innovants. Réalisée par Sentinelle Sud et diffusée sur l'ORTM, l'émission doit valoriser l'entrepreneuriat et participer à la promotion des jeunes diplômés et favoriser une meilleure connaissance du monde du travail. C'est une excellente initiative qui est à encourager. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de venir participer à ce panel sur l'entrepreneuriat. Comme je l'ai dit pendant le panel, le défi numéro 1 qui s'offre à nous en tant que pays, mais aussi au continent entier, c'est celui de créer des emplois pour notre jeunesse. On a des centaines de milliers de jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi chaque année ici au Mali et des dizaines de millions sur le continent africain. Et il va falloir trouver des emplois pour ces jeunes. Pour cette nouvelle saison, Sentinelle Sud a reçu 120 candidatures. Au total, 33 ont été sélectionnées. Pour ce premier numéro, 18 émissions seront diffusées sur la chaîne nationale. L'entrepreneuriat a toujours été important pour moi. Et je pense que l'État seul ne peut pas créer des emplois. Donc l'entreprise pour moi c'était quelque chose de très important. Et on a eu la chance avec le RTM d'avoir une émission où on pouvait mélanger divertissement et entrepreneuriat. Donc je pense que c'est une occasion non seulement d'apprendre, mais aussi d'encourager les gens à se mettre dans le secteur privé. Cet espace est perçu comme une occasion pour les entrepreneurs chevronnés de partager leurs expériences avec la jeune génération. Le gagnant ou la gagnante de cette saison va empocher la somme de 3 millions de francs CFA pour la création de sa propre entreprise. La production d'or en 2021 a atteint le record de plus de 32 tonnes. Les dividendes versés au trésor public sont à peu près à 238 milliards de francs CFA. Des informations issues d'une conférence de presse animée par les responsables de B2Gold. Boubacar Sissoko. Devant la presse, les responsables de la société minière B2Gold Mali estiment que l'année 2021 a été remarquable en termes de production d'or. Les 3 mines actives en 2021 ont réalisé plus de 32 tonnes de métal jaune, ont-ils ajouté. 2021. Donc, ça sera pratiquement la 13e année consécutive de production aurifère annuelle totale record pour B2Gold.
Et si nous regardons, nous verrons que la production totale de la société provenant de toutes ces mines est de l'ordre de 1 047 414 onces. Cette performance de Bitougol Mali a permis à l'État malien d'encaisser près de 238 milliards de francs CFA, rappelle le conférencier. Les perspectives sont prometteuses pour cette année 2022. Les dispositions sont prises afin que les difficultés actuelles n'entravent pas les activités de production à Bitougol Mali, rassure le conférencier. So looking forward to 2022. Pour 2022. Donc en 2022, la production aurifère consolidée de la société provenant des 3 mines actives devrait être entre 950 000 onces et 1 million d'onces. Le premier responsable de Bitougol Mali a également expliqué que sa société a investi 3,5 milliards de francs CFA de 2016 à 2021 pour les actions de développement communautaire. Plus de 7 700 000 francs CFA, c'est la somme collectée lors de la 7e édition de la nuit de l'association Philanthropie. Cette somme a été remise à l'association Sourire Ensemble pour la prise en charge de plus d'une trentaine de personnes souffrant de bec de lièvre. Le point avec Ousmane Diakité. 7 761 500 francs CFA, c'est le montant d'un chèque géant remis à l'association Sourire Ensemble par l'association Philanthropie. Un montant qui servira à faire la prise en charge de plus d'une trentaine de personnes victimes de la maladie du bec de lièvre. C'est l'aboutissement logique de la 7e édition de la Nuit de la Philanthropie, qui est une cérémonie de récompense des acteurs et actions humanitaires à la fois. Et nous profitons chaque année de mettre en place aussi un phénomène social. Et nous mobilisons des fonds pour aider ce phénomène-là. Et pour la 7e édition qui s'est déroulée le 13 novembre, le phénomène social à mettre en exergue, c'était la maladie du bec de lièvre. Et l'objectif, c'était de mobiliser suffisamment de fonds pour la prise en charge d'une dizaine d'enfants victimes de cardiopathie congénitale. On remercie dans un premier temps le président de la transition, son Excellence colonel Assimi Goïta. On n'oublie pas de remercier celui pour lequel le président a pu nous envoyer sa donation. Ces fonds qui viennent d'être levés donnera des sourires à ceux qui seront pris en charge. Une manière de dire que l'indifférence est inhumaine et la compassion est naturelle. Cette somme est tellement importante pour nous, je ne pourrais même pas vous dire à quelle hauteur, parce que ça va quand même permettre à certains enfants de sourire avec nous. Notre intervention, elle est gratuite. Donc, mais c'est des personnes de bonne volonté qui nous accompagnent dans la prise en charge de ces malades-là. Ce n'est pas destiné aux enfants seulement, mais c'est toute catégorie. Toute personne qui a cette maladie qu'on appelle bec de lèvre sont les bienvenus dans notre association pour un traitement digne de qualité. Plus qu'un mot, la solidarité est tout simplement un comportement. Les promoteurs des sociétés de gardiennage privées et de sécurité dans la même dynamique. Ils viennent de créer un groupement dénommé Collectif des sociétés de gardiennage privées et de sécurité. Objectif, lutter contre l'insécurité sous toutes ses formes. Adama Traoré. L'union fait la force. C'est fort de cette logique que les responsables et les acteurs des sociétés de gardiennage et de sécurité ont procédé à la mise en place d'un collectif. Un collectif dénommé Koso Gapri. Il ambitionne de créer un cadre d'échange et de plaidoyer auprès des autorités. Les sociétés privées de gardiennage et de sécurité, par ma voix, joueront toute leur partition dans l'avènement du Mali courant. Nous sommes là aujourd'hui en tant que promoteurs de sécurité pour la sécurité de la population, pour la bonne marche et surtout faire comprendre qu'aujourd'hui, tous ensemble, on peut vraiment y arriver puisque le Mali se développe et le Mali aujourd'hui est dans une dynamique où toutes les forces doivent se rejoindre. Résultats et efficacité sont les maîtres mots au cœur des actions du collectif. C'est pourquoi il entend apporter son soutien aux autorités de la transition dans la lutte contre l'insécurité. Le collectif s'engage à apporter toute sa contribution aux côtés de nos femmes pour un Mali sécurisé et réconcilié avec tous ses fils. Quelques démonstrations de self-défense et des remises d'attestations aux différents responsables des sociétés de gardiennage
ont meublé cette journée de lancement officiel des activités du collectif des sociétés de gardiennage privées et de sécurité Koso Gapri. Voyons ensemble la 7e édition du festival Donsongoni et le festival Bokodja. Le premier insiste cette année sur la refondation nationale et le second sur la nécessité pour les populations locales à aller vers la culture de l'expression artistique des décorations. Reportage Ibrahim Kaoukounate et Aruna Djara avec aussi nos envoyés spéciaux à Sibi, Teb, Adjawi Akoui et Adaman Traoré. Pour la 7e fois consécutive, Djigiablo et ses partenaires célèbrent les chasseurs du Mali et de toute l'Afrique entière. Le festival Donsongoni est l'un des plus grands rendez-vous de la culture malienne, inscrit désormais dans l'agenda culturel du pays. Le thème retenu cette année est Donsongoni, facteur de résolution des conflits et de la refondation. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très délicate. Aujourd'hui, notre pays a besoin vraiment d'une refondation, de la paix. L'événement qui nous réunit ce soir s'inscrit en droite ligne de la vision du président de la transition, chef de l'État, son Excellence Assimi Goïta, celle de la refondation en vue de répondre aux aspirations les plus profondes de notre peuple, la paix, l'unité nationale. Les Donso venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et de la Gambie se retrouvent pour échanger autour des valeurs et le patrimoine de la chasse. Le Donso, c'est une institution. Ce sont des hommes imbus d'une très grande valeur. Le Donso, vous le savez tous, dans nos sociétés, le rôle qu'il joue, non seulement dans la protection de l'environnement, dans la défense et même dans les soins traditionnels. Le festival Donsongoni met en valeur la musique Donso, contribue surtout à la promotion de l'instrument mythique Donsongoni à travers des contes et chants. Le festival Bokodja, comme son nom l'indique en français, l'image d'Ibankou est un événement qui contribue au développement local et à l'embellissement de la commune rurale de Sibi, à 50 km environ de Bamako. Cette technique de décoration est réservée aux femmes. Elle fait partie de notre riche patrimoine culturel que les organisateurs du festival tentent de valoriser à travers un concours entre les postulantes. Et les enjeux, c'est également aussi célébrer la femme à travers notre défunte Koloko et faire en sorte que les femmes puissent gagner leur place au sein de la communauté qui les considère encore plus. Odia et ADPS pourront ensemble se mettre ensemble pour écrire des propositions de projets pour chercher des financements ailleurs. Donc je suis quand même très heureux, je pense qu'on va cheminer ensemble. Après une sélection rigoureuse faite par les membres du jury, la première place est revenue à Koloko de la famille Sako. La gagnante n'a pas boudé sa joie. Et les autres candidates ont également reçu des cadeaux. C'est pour dire que le travail bien fait a été toujours récompensé. Point Covid du jour, les services de santé ont enregistré un cas positif sur 762 tests réalisés, 2 patients guéris et 0 décès. À ce jour, 51 patients sont sous traitement. À présent, ce communiqué du gouvernement de la transition relatif au décès de l'ancien Premier ministre de la République du Mali, Soumeïlou Boubèye Maïga. Le gouvernement de la République du Mali a le profond regret de vous annoncer le décès de M. Soumeïlou Boubèye Maïga, ancien Premier ministre de la République du Mali et président du parti Alliance pour la solidarité au Mali, ASMA CFP, des suites d'une longue maladie, ce lundi 21 mars 2022 à la clinique Pasteur de Bamako, où il a été admis il y a plus de 3 mois. En cette circonstance douloureuse, le gouvernement de la République du Mali présente à la famille de l'illustre disparu et à l'ensemble de sa famille politique ses sincères condoléances. Le gouvernement de la République du Mali et le peuple malien saluent la mémoire du grand serviteur de l'État. Son engagement pour l'avènement de la démocratie est pris pour son repos
éternel. Des autres communiqués, le bureau politique national de l'ASMA CFP, le mouvement des jeunes de l'ASMA CFP s'incline devant la mémoire du camarade Soumeylou Boubei Maïga, président du parti. Il présente leurs condoléances les plus émues à sa famille, aux militants, sympathisants et responsables du parti, ainsi qu'au peuple malien tout entier qui a toujours été au cœur de ses préoccupations. Cet autre communiqué pour terminer. Et puis RDA Mali, le parti phare Angaouli, le MPR, l'Adéman Association salue la mémoire de cet acteur majeur de l'avènement de la démocratie au Mali. Il présente à la famille de l'illustre disparu, à ses camarades politiques et à tous ses proches leurs condoléances les plus attristées. Puisse Allah le Tout-Puissant lui accorde son pardon et l'accueillir dans son paradis éternel. Amen. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.